Si je vous demande quels sont les personnages féminins qui vous ont le plus marqué au cinéma, il y a de fortes chances pour qu'il y ait au moins une ou plusieurs des femmes citées dans la liste suivante: Ellen Ripley, Laurie Strode, Annie Wilkes, Clarice Sterling, Susie Banner, Rosemary Woodhouse, et la liste est longue. Est-ce que vous voyez le point commun de tous ces films? Bien qu'intervenant dans des films au style et messages très différents, aux ambitions divergentes, toutes ces femmes tiennent le rôle principal de longs métrages liés au cinéma horrifique. Si on lit assez régulièrement des reproches envers un cinéma d'horreur qui serait misogyne, n'offrirait que des rôles stéréotypés aux femmes, en particulier par le sous-genre qu'est le slasher, force est de constater que les personnages féminins forts, marquants, ça n'est pas ce qui manque dans ce genre. Et ces dernières années, le genre a été conquis par des personnages féminins incroyables et marquants, que ce soit dans Midsommar, The Witch, Hereditary, Ghostland, It Follows, ou même Under the Skin et Mother, si on élargit un peu notre spectre horrifique. La décennie du genre s'est construite quasi intégralement sur des femmes fortes, et très souvent a été accompagnée d'un message féministe sous-jacent. Au passage, ça n'est pas qu'un phénomène anglo-américain. Dans de nombreux pays, on a pu constater que les femmes prenaient les rênes du cinéma horrifique. Allez, rien qu'en France, un des seuls films de ce genre à avoir vraiment séduit la presse et la majorité des amateurs de genre ces dernières années, c'est Grave de Julia Ducournau, avec le personnage de Justine incarné par une Garance Marillier franchement impressionnante. Et à ce moment-là de la vidéo, si vous connaissez bien la chaîne, vous voyez où je veux en venir. On est parti du cinéma américain pour faire un détour vers le cinéma français, se tourner un peu plus à l'international, et donc vers ma destination préférée, l'Inde. Aujourd'hui, on va parler de la révolution féministe dans le cinéma d'horreur bollywoodien. Je m'appelle Clem, bienvenue dans Cinéscope. L'origine du cinéma d'horreur à Bollywood fait encore débat. Historiquement, il semblerait que le tout premier film d'horreur tourné en langue hindi soit Rooney, en 1946, sauf qu'on trouve quasiment rien sur le film, à part une fiche IMDb qui n'a été notée par absolument personne, ce qui illustre plutôt bien à quel point le film n'est pas resté dans l'histoire du cinéma national, et n'est pas du tout une pierre angulaire qui a servi d'inspiration à la suite du genre. C'est pour ça que les spécialistes du cinéma indien ont plutôt tendance à citer Mahal, un film de Kamal Amrohi sorti en 1949. Produit par l'emblématique studio Bombay Talkies qui était au bord de la faillite à l'époque, le film parlait de réincarnation et l'immense actrice Madhubala avait accepté le rôle principal alors que toute l'industrie considérait ce projet comme étant voué à l'échec. Petite anecdote au passage pour les amoureux de l'âge d'or bollywoodien, le grand cinéaste Bimal Roy était monteur sur le film 4 ans avant Parineta qui allait le révéler aux yeux du monde. Bref, malgré des critiques plutôt mitigées, Mahal a été un véritable triomphe et a lancé au cinéma ce que l'on appelait déjà l'Indian Gothic Fiction. Pour faire simple, des histoires d'horreur directement inspirées du folklore local. À cette époque, le cinéma est encore très mal vu par la bonne société indienne et la plupart des actrices viennent de familles pauvres. Certaines sont même des courtisanes. Ce qui, paradoxalement, donne vie à des héroïnes extrêmement avant-gardistes. Ces actrices n'ont pas peur de ne pas correspondre à l'image de la jeune fille vertueuse. Elles assument leur modernité, la revendiquent par des personnages libres et des performances marquantes. Une des figures de proue de cette émancipation sera l'actrice Sadhana. Sadhana incarnait la femme moderne par excellence, celle qui décidait de ce qu'elle portait, de sa coiffure, celle qui habitait seule en ville, se baladait, de marcher en lieu public, parler à des hommes inconnus. Là encore, des pratiques qui étaient essentiellement réservées aux hommes ou aux courtisanes à l'aube des années 50. Cette émancipation allait forcément réveiller une vague de conservatisme et donner lieu à des tensions sociales chez un patriarcat qui n'avait pas tellement l'habitude d'être bousculé. Les anxiétés liées au fait d'être une femme moderne dans cette époque de changement, Sadhana les porta à l'écran mieux que personne, en particulier dans une trilogie de thrillers horrifiques réalisée par Raj Khosla, Vokonti, Meresaya et Anita. Des films sur la question de la propriété, le mariage, la place de la femme dans la société indienne, bref, tous les sujets brûlants de l'époque. On a donc un cinéma de genre novateur, émancipateur, qui sait reprendre les éléments de la folk horreur traditionnelle en y ajoutant un propos social moderne. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que... À la fin des années 60, le cinéma indie, qui n'était encore essentiellement composé que de productions artisanales, s'organise en industrie.
Bollywood naît, voit de plus en plus de gros studios émerger et avec eux une politique de production qui va progressivement aller vers quelque chose de plus convenu. On essaie de moins en moins de changer la société, on tente plutôt de lui vendre du rêve, de valoriser ses principes conservateurs et ses traditions. Le cinéma se doit d'être familial. C'est ainsi que le cinéma de genre, souvent considéré comme le sale gosse de la bande, est relayé au rayon des séries B fauchées. Il est temps pour moi de vous présenter les fossoyeurs du genre. Ce sont eux, les frères Ramsey. Ces 7 frères, menés par l'aîné Tulsi Ramsey, se lancent dans la production à très bas coût de séries B horrifiques dès 1972 avec Doga Zamin Keniche. Tourné pour l'équivalent de 4000 € de budget, en 40 jours avec une équipe de 15 personnes, le film est lynché par la critique mais récoltera plus de 50 000 €. Il va ainsi créer un précédent et devenir la recette des films des frères Ramsey. Du gore, des effets très bon marché d'un mauvais goût sidérant, mais surtout du sexe. Oubliez le message, l'émancipation, il ne s'agit pas ici d'affirmer la sexualité de la femme indienne, mais tout simplement de faire dans l'érotique racoleur le plus vulgaire et bas de gamme, et de s'assurer d'avoir toujours au moins une actrice dénudée sur l'affiche histoire de vendre le produit. Les frères Ramsey vont faire plus de 30 films d'horreur entre les années 70 et 90, et même si les amateurs de cinéma bis indien peuvent avoir une certaine sympathie pour l'aspect nanar décomplexé, j'avoue que j'ai du mal à oublier le fait qu'ils ont pratiquement tué à eux seuls l'horreur à Bollywood avec leur réadaptation ridicule de Dracula et autres zombies maquillés à la va-vite. Et malheureusement, cette image va rester. Même si une poignée de cinéastes se battent fin 90 début 2000 pour faire revivre le genre, force est de reconnaître que jusqu'à l'aube des années 2010, la plupart des productions horrifiques sont présentées avec des scènes pseudo-érotiques pour capter l'attention du spectateur. Un des summums du mauvais goût débarquera en 2014 avec Rajini MMS 2, un film de possession qui va chercher l'ex-pornstar Sunny Leon pour attirer son public. Et visiblement ça a payé puisque le film a été un carton au box-office malgré là encore des critiques désastreuses. Pourtant, un an plus tard à peine, la renaissance du film d'horreur indien allait être assurée. Techniquement, dès 2013, on sentait les soubresauts d'une nouvelle génération qui avait des choses à dire. Ekti Dayan de Kanan Iyer revenait à une horreur puisant dans le folklore indien, avec la figure des Dayas, ces sorcières aux cheveux longs et dont les pieds sont à l'envers. On a un vrai parti pris visuel, une atmosphère qui fonctionne furieusement bien, des personnages féminins énigmatiques. Enfin, ça, c'est sur la première heure. La seconde partie est un naufrage aussi décevant qu'inattendu, à tel point qu'on a du mal à penser qu'il s'agit d'un seul et même film. Quoi qu'il en soit, l'espoir était permis. Une horreur à l'identité indienne, bien marquée, des personnages bien écrits, ne manquait plus qu'une étincelle. En 2015, le thriller horrifique NH10 vient taper du poing sur toute l'industrie de Bollywood. Réalisé par Navdeep Singh, le film s'inspire d'Eden Lake dans sa structure narrative, mais ancre son récit profondément au cœur de la société indienne. On y suit donc Mira et Arjun, un jeune couple vivant dans une grande ville qui part en vacances dans la campagne indienne. Sur la route, ils seront témoins d'un meurtre pour l'honneur, une pratique archaïque et barbare encore pratiquée dans de nombreuses régions indiennes bien qu'interdite par la loi, et à partir de ce moment-là, plus rien ne se passera comme prévu. Ce qui aurait pu n'être qu'un énième survival repompant une recette usée jusqu'à la moelle devient un manifeste puissant, un cri de rage sur l'état de la société indienne. Tout d'abord, NH10 traite de la fracture entre les grandes villes indiennes et les campagnes. La modernité occidentalisée d'un côté, les traditions archaïques de l'autre, deux mondes qui ne semblent ni se comprendre, ni pouvoir cohabiter sans que la violence ne s'immisce à un moment ou à un autre. Mais au-delà d'un problème social global, NH10 s'intéresse particulièrement à la place de la femme dans cette société. Mira a beau être une femme d'affaires à la carrière brillante, elle n'en est pas moins harcelée et agressée dans sa belle ville moderne, comme si l'horreur d'être une femme en Inde ne se limitait pas à la ville, à la région, à la classe sociale ou à la modernisation. Plus tard dans le film, Mira devra s'en sortir toute seule face aux horreurs qu'elle combat. Elle ne pourra se fier à personne, ne sera pas la demoiselle en détresse à sauver. On suivra un vrai parcours initiatique, une femme moderne qui a déjà lutté symboliquement contre la société pour s'en sortir et qui va logiquement trouver la force de combattre physiquement pour sa survie. Au final, ce qui terrifie les agresseurs à ses trousses, ce n'est pas tant qu'elle dénonce ce qu'elle a vu. Ce qui les terrifie, c'est qu'une femme échappe à leur autorité, renverse leur jeu de pouvoir et risque de l'emporter sur ce qu'ils estiment être leur droit par nature. NH10 a également la finesse d'illustrer que les violences patriarcales sont tellement intériorisées qu'elles sont reproduites par des femmes sur des femmes. Si les spectateurs européens peuvent passer à côté de ce qui rend NH10 si grand, une remise en contexte explique parfaitement le poids social, la révolution cinématographique qu'a été le film pour Bollywood. Succès critique, succès surprise au box-office, NH10 ouvrait la voie à une révolution féministe du cinéma d'horreur indien.
Dès l'année suivante, le film Phobia sortait sur les écrans, sorte de huis clos horrifique, racontant l'histoire d'une jeune femme souffrant d'agoraphobie suite à une agression sexuelle. Si les critiques sont globalement positives, j'avoue trouver le film bien trop bancal, sauvé de justesse par la performance de son actrice principale. Cela dit, Phobia est un signe de plus de la renaissance d'un nouveau cinéma horrifique. Le gros coup d'éclat médiatique sera en 2018, avec Stree, une comédie d'horreur dont le principe même annonçait la couleur. Dans un petit village indien, les hommes ont peur. Une légende urbaine raconte que le village est hanté par une sorcière qui s'en prend aux hommes ayant le malheur de sortir seuls la nuit. Bien qu'abordé sur le ton de l'humour, le film dresse un portrait si grinçant de l'Inde que les spectateurs et spectatrices ne peuvent pas s'y tromper. Cette Inde dans laquelle on a peur de se déplacer la nuit, cette Inde dans laquelle on dit que la personne a bien cherché qu'il lui arrive malheur puisqu'elle est sortie seule, c'est peut-être de l'humour noir absurde lorsqu'elle concerne les hommes, mais c'est le quotidien de millions de femmes. Dans le film, les hommes peignent le message « sorcière ne vient pas » sur leur mur pour être épargnée la nuit. Un pseudo-chasseur de fantômes, on déduit donc que si elle sait lire, c'est qu'elle doit être une sorcière de l'Inde moderne. Malgré ses imperfections, le film est rempli de dialogues de ce genre, de petites pépites qui dénoncent avec humour l'accès encore difficile à l'éducation pour les femmes indiennes, la peur de sortir de chez soi sans être accompagnée, l'obscurantisme religieux, et j'en passe. Et quand je disais coup d'éclat médiatique, c'est surtout grâce au succès box-office aussi inattendu qu'incroyable récolté par le film, faisant enfin mentir tous les clichés en devenant le film le plus rentable de l'année par rapport à son budget avec près de 550% de profit rien qu'au box-office local. Alors, avec tous ces films, pourquoi est-ce que je disais tout à l'heure que NH10 avait lancé la révolution féministe dans l'horreur bollywoodienne? Pourquoi pas Stree qui a eu beaucoup plus d'impact en termes d'audience? La raison se trouve dans un détail que j'ai gardé pour moi concernant NH10, sa productrice. En effet, le film marquait la toute première production de son actrice principale, Anushka Sharma. Après des débuts très remarqués dans des productions Bollywood plutôt traditionnelles en 2008, elle devient rapidement une des plus grandes stars de l'industrie. Et plutôt que d'enchaîner des blockbusters faciles, elle décide dès 2013 de devenir la plus jeune personne à monter sa propre maison de production en Inde, hommes et femmes confondus, pour produire essentiellement des films de genre engagés. Avec le recul, Anupama Chopra, une journaliste, critique et une des spécialistes du cinéma les plus respectées en Inde, déclare qu'Anushka Sharma a tout simplement inventé le film surnaturel ou le film de genre féministe en Inde. Et à ce mouvement qu'elle a créé, elle ajoutera d'autres productions très importantes. Il y aura Pilauri, un film romantique dans lequel elle se permet tout de même de réinventer l'image du fantôme féminin indien. Il ne s'agit plus d'un esprit tourmenté, mais plutôt d'une femme bienveillante, puissante. Puis vint Paris en 2018, certainement le moins abouti de ces films d'horreur, trop fourre-tout, écriture pas assez maîtrisée, mais intéressant pour ce qu'il raconte une fois de plus sur le traitement des femmes en Inde. Dans ce film, une jeune femme est traquée par des religieux qui la suspectent d'être la fille d'une sorcière. Ce qui marque dans Paris, au-delà de la performance hallucinée de son actrice, c'est cette façon de traiter les monstres avec bien plus d'empathie que ceux qui seraient habituellement dans le camp du bien. Ici, le prêtre n'est pas celui qui sauve l'âme des familles. Le prêtre traque de façon cruelle et sanguinaire des femmes qu'il juge trop libres. Mais l'aboutissement de cette démarche sortira sur les plateformes en 2020. Bulbul. Sorti sur Netflix, ce film marque le premier long métrage de la réalisatrice Anvita Dutt. Là encore, on pourra critiquer certains excès et un climax assez convenu, mais ça serait totalement passé à côté du propos et de la réussite indéniable du film. Anvita Dutt nous livre un tableau toujours teinté de rouge, une relecture de l'esthétique classique de l'âge d'or bollywoodien. Bulbul, c'est d'abord un retour aux sources complet, le folklore né de l'horreur, les femmes trop libres effraient un patriarcat qui ne sait comment les emprisonner, et la modernité fait guerre aux traditions ancestrales, au point d'être pointée du doigt comme étant la fautive dans une réaction épidermique évidente. Le public occidental passera forcément en partie à côté de ce retour aux sources, une renaissance qui nous rappelle au passage que le cri de rage féministe existait déjà, mais qu'il a été étouffé à l'époque. Les références littéraires et cinéphiles sont légion. On retrouvera les portraits de femmes de Tagore, des références au maître Satyajit Ray, l'esthétique empreinte à Rituparno Ghosh, à Raja Ravi Varma. Bref, Bulbul est un condensé de l'héritage culturel indien, un hommage à ceux qui font le cinéma, la littérature, la peinture du pays. Une façon de se poser non pas en opposition avec cet héritage, mais dans une continuité directe. Anvita Dutt ne veut pas faire penser que son combat est nouveau, que personne ne l'a fait à sa place. Elle invoque au contraire les décennies et siècles passés pour nous placer face à un constat plus terrifiant que le film lui-même. Rien n'a changé, les causes sont les mêmes, les batailles sont les mêmes.
Mais alors Boulboul, de quoi ça parle? Au 19e siècle, la très jeune Boulboul est mariée de force à un homme colérique et froid alors qu'elle n'a que 5 ans. Adolescente, elle se prend d'affection pour le jeune frère de son mari, avec qui elle partage notamment son amour de la littérature. Mais après des événements tragiques, plusieurs phénomènes inexplicables commencent à se produire et des hommes périssent les uns après les autres. L'intelligence de Boulboul, c'est sa façon d'utiliser tant de thèmes classiques pour en faire une prise de pouvoir féministe à la fois stimulante et déchirante. Les femmes sont perçues comme étant des objets, des échanges, et cependant elles contrôlent leur destin. Certaines pour appuyer le patriarcat afin d'écraser leurs concurrentes, d'autres pour s'émanciper et se venger. Le film ironise également sur son prince charmant, beau et propre, dont le romantisme apparent peine à dissimuler à quel point il est lui aussi ancré dans ses traditions. Dès qu'il perçoit Boulboul comme étant plus forte que lui, il la voit comme une menace et commence à chercher qui est l'homme qui la manipule, niant sans même le réaliser qu'une femme puisse s'accomplir par elle-même. Au final, si je regrette certains aspects du film, notamment une séquence de viol particulièrement éprouvante, et en même temps c'est censé être éprouvant, cela va de soi, Boulboul reste à mes yeux l'apogée d'une nouvelle ère, d'un nouveau cinéma d'horreur indie qui a pris le temps de revenir à ses racines pour émerger à nouveau. Le critique Raoul Desai évoque au passage l'importance avec laquelle le film réinvente l'héroïque tragique du film costumé. Ça n'est plus suffisant que la jeune fille pleure et hurle dans sa grande cour. Elle doit changer l'histoire plutôt qu'en devenir une, elle doit créer sa propre histoire plutôt que l'influencer. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. La force de films comme Stree, Paris ou Boulboul, c'est que l'horreur ne vient jamais du surnaturel, mais de l'inhumanité que subissent les femmes dans une société misogyne et brutale. Voilà ce qui terrifie le public indien. Non pas une simple fiction, dont on peut s'échapper une fois le générique de fin terminé, mais plutôt une réalité qui nous suit en dehors de la salle de cinéma. Une fois l'écran éteint, une fois rentré à la maison, l'horreur subsiste. Anupam Kant Vera, un autre prestigieux critique, déclarait à ce propos « La plupart du temps, ces films nous terrifient à l'idée de vivre dans une telle société humaine, et on finit plutôt par avoir de l'empathie et être pour les fantômes et les sorcières. C'est ça la puissance d'une narration honnête et pleine d'empathie. » Si l'horreur indienne a été récupérée par des artistes, productrices, réalisatrices qui ont tant de choses à dire, c'est comme une arme sociale, parce que ce genre les aide à exprimer plus pleinement leur message. Se pose alors une double question. Est-ce que le genre horrifique favorise les personnages et récits féminins marquants, et si oui, pourquoi? Et pour y répondre, je vais laisser la parole à une personne bien plus qualifiée que moi sur le sujet. Salut, et merci beaucoup à Cinescope de me permettre d'intervenir dans sa vidéo pour donner mon avis sur cette question qui est à la base du travail que je fournis sur YouTube. C'est vrai que le cinéma d'horreur est un vivier intarissable de jeunes nanas stéréotypées dont l'essentiel du rôle réside dans le décolleté, et dont le massacre est souvent mis en scène comme une sorte de fantasme sexuel pour le moins douteux. Mais s'arrêter à ce type de personnage féminin serait une grosse erreur. En effet, l'horreur est selon moi le genre le plus susceptible de nous proposer des personnages féminins forts, et ce pour 3 raisons principales. La première, c'est que les films d'horreur mettant en scène des femmes ne vont pas hésiter à exploiter les oppressions qu'elles subissent dans la vraie vie pour en faire la menace du film. Alors que ce soit le fait d'être la proie d'agresseurs, d'être prise pour une folle par les autres, ou par exemple de devoir gérer seule sa maternité, les films d'horreur vont exposer ce qu'il peut y avoir d'horrible dans la vie d'une femme, et à partir de là, vont tendre à proposer des personnages qui vont se battre contre ces phénomènes. La deuxième raison, c'est que le film d'horreur a vocation à effrayer ou à déranger. À partir de là, il peut donc se permettre de représenter des choses beaucoup plus choquantes ou inhabituelles que le cinéma mainstream. Et je ne parle pas qu'en termes de violence, mais aussi en termes de représentation. C'est pourquoi, dans les films d'épouvante, on va pouvoir retrouver des femmes laides, des mères effrayantes, des héroïnes violentes, des adolescentes indépendantes, somme toute des représentations féminines variées et iconoclastes, qui, au-delà de s'autoriser à montrer des femmes fortes, vont leur accorder d'autant plus de force qu'elles vont briser les tabous façonnés par le cinéma plus classique. La troisième raison est plus circonstancielle mais néanmoins capitale, et c'est tout simplement le fait que le cinéma de genre accueille de plus en plus de réalisatrices talentueuses qui, après des décennies de films d'épouvante ayant fantasmé les femmes comme des spectres effrayants ou des victimes apeurées, décident de reprendre les rênes pour réécrire ce type de rôle à leur manière. C'est-à-dire une manière émancipée du regard de nombreux réalisateurs qui ont voulu mettre en scène des femmes dans les films d'horreur en raison de leur sexe soi-disant faible. Pour résumer, je pense que l'horreur est le premier des terrains cinématographiques sur lesquels les femmes livrent la bataille de la reconquête de leur identité. Et pour mener cette bataille, il nous faut bien évidemment des personnages féminins forts. Sur ce, je vous laisse découvrir toutes ces pépites, si vous aimez le cinéma de genre. Au passage, je vous conseille également le film d'horreur absolu du cinéma indie de ces dernières années, Tumbad. Il ne rentrait pas dans la thématique, mais on en reparlera dans une autre vidéo, promis. Un immense merci à Demoiselle d'Horreur pour sa participation. Foncez vous abonner à sa chaîne, elle a vraiment un des regards les plus pertinents du YouTube cinéma actuel. Foncez. On se dit à bientôt pour le prochain épisode de Cinescope.